Éric Orsena et Joachim Son-Forget, bonjour. 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 L'un académicien, écrivain, l'autre médecin, musicien. Vous incarnez ces générations Macron dont on parle tellement depuis quelques semaines. Cette actualité, la résonance que ça a aussi en Suisse. Éric Orsena, vous étiez très proche soutien d'Emmanuel Macron. Vous sentez un état de grâce, on peut dire ça comme ça? État de grâce, non, mais d'abord un soulagement et en même temps une espérance. Un soulagement parce qu'on a évité quand même des choses pas très ragoûtantes. Et puis, les gens ont envie d'y croire. Et puis les gens se disent, mais enfin, on va peut-être se réveiller quand même, parce qu'il y a tellement d'énergie en France. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je suis en contact beaucoup avec les étrangers, la presse étrangère, et qui a le même sentiment. Mais qu'est-ce qui vous arrive? On parlera des générations. Vous, 70 ans, 70 ans, Joachim Son-Forget, 34 ans. Hein. Oui. Il y en a des plus jeunes que lui. Il est un peu vieux, lui. Hein, parce que moi, je milite avec des 18 ans, 19 ans. Donc, il ne faut pas qu'ils croient que c'est arrivé. Hein. Cette espèce de coup de jeune, beaucoup de gens en Europe sont frappés. Ils disent, tiens, je suis plus jeune, je suis plus vieux que le président de la République. Et ça leur donne un coup de vieux. Vous avez ressenti ça? Il y en a quelques-uns. Hein. Je veux dire, il y a la génération des 50 ans, là, et c'est un peu dur parce qu'ils disaient, c'est mon tour, c'est mon tour. Dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Il peut y avoir des courts-circuits, tout ça, c'est formidable. On va parler de ça. On va parler de la résonance que ça a avec la Suisse. Joachim Son-Forget, vous vivez en Suisse. Il y a quelque chose de la Suisse dans ce qui est en train de se passer en France? Mais je crois sincèrement que les Suisses, quelque part, sont avant-gardistes sur ce qui est en train de se passer en France. Et il y a vraiment la culture du consensus, du goût pour les filières d'apprentissage de valeurs. Tout un tas de choses, la démocratie participative qui ressemble tellement à la République en marche et à ce qui se passe en France. Une forme de goût de l'excellence, on en parlera aussi. L'EPFL, vous êtes passé par là. Cette idée que les diplômes, les formations d'élite, etc., il ne faut pas vite les jeter au panier, ça compte beaucoup. Vous êtes très attaché à ça? Ça compte à condition que tout un chacun puisse y avoir accès. Le mérite. Le mérite, j'y crois beaucoup, la méritocratie républicaine, c'est quelque chose de réel qui est parfois à recréer, surtout en France. Donc oui, à l'excellence, mais pour tous. Pour tous. Et avec la deuxième chance, avec la troisième chance. Vous voyez, sans arrêt, rebattre les cartes. Parce que notre éducation nationale qui place au cœur l'égalité, mais le fait, c'est l'égalité des chances. C'est-à-dire que chacun ait sa possibilité. C'est le cœur vraiment de la pensée d'Emmanuel Macron, que chacun, ou personne, ou nation, ait la possibilité de se déployer. Et puis le centre, cette idée qu'il n'y a pas que les extrêmes, il n'y a pas que l'agitation, etc. Alors vous êtes un cas, Éric Orsena, vous aviez écrit sur la Suisse, sur Lausanne. C'était un de vos premiers grands livres, disons, et sans aller à Lausanne. Oui, sans aller à Lausanne, parce que j'étais impressionné par Lausanne, et donc j'avais pris des cartes dans tous les sens. Et alors le nombre de gens qui sont devenus des amis suisses, me disaient, mais c'est incroyable ce qu'il connaît Lausanne, on voit bien qu'il y habitait très très longtemps. Non, mais c'est aussi ça, le romancier qui peut... Lausanne, centre du monde. Lausanne, centre du monde et centre du centrisme. Le goût de la langue, Éric Orsena, vous avez été notamment très proche conseiller de François Mitterrand, vous écriviez ses discours. Oui. Beaucoup disent c'est le retour des lettrés, des hommes de pouvoir qui aiment les livres, qui aiment les mots, qui en jouent davantage. C'est une dimension importante. C'est une dimension importante, surtout en France, mais aussi dans d'autres pays. C'est que, vous savez, l'être humain, on dit l'être humain a inventé les littératures, mais les littératures aussi ont inventé les êtres humains. On est invité par ça. Et là, un pays, ce n'est pas une somme de techniques. C'est aussi un élan. Qu'est-ce que c'est que la culture? La culture, c'est l'inverse de la dépression. La dépression, vous vous réveillez à 4 h du matin, vous dites jamais je vais arriver, etc., etc., etc. La culture, ça vous fait plus grand que vous croyez que vous étiez. Donc c'est ça l'affaire. Et c'est pour ça que la culture, ça nous développe, ça nous agrandit, ça permet de se déployer. C'est pour ça que j'aime tant la culture. Bien parler et bien gouverner, ça a des liens. Je me rappelle des mots assez cruels de vous sur Hollande, disant il ne finit pas ses mots, il ne finit pas ses phrases, sa fameuse manière de dire les socialistes au lieu de dire socialistes. Oui, et puis il les avale comme ça, mais ça va, il faut... Ouais. Non, mais vous savez, c'est très bien d'être technicien, mais c'est la moindre des choses. Ouais. Mais la moindre des choses ne suffit pas, il faut un élan. Il faut un élan. Et puis vous savez, qu'est-ce que c'est que la langue? C'est la république d'un pays. C'est la chose commune d'un pays. Ça a été inventé depuis 12 siècles, 14 siècles. Et par tout le monde, les bals, les bandits, les gangsters, les rois, tout le monde a inventé la langue. Les brèves de comptoir, tout ça. Le vu de Suisse, souvent, on dit voilà, les Français sont trop phraseurs, ils parlent trop bien, etc. C'est une autre culture et en même temps, ça nous rapproche d'eux. Oui, parce qu'il y a quelque chose de
chez les Suisses, avec une forme d'admiration pour la façon de s'exprimer du français. Ouais. Alors ça, c'est mauvais côté parce qu'on décrit le français comme un petit peu arrogant aussi. Ouais. Je vais vous dire, pour une fois, je crois qu'il y a une sorte un petit peu de réconciliation de ces deux mondes. Nous, Français en Suisse, on commence à comprendre la valeur ajoutée de la réserve, de cette amabilité bienveillante, ambiante. Ouais. Et réciproquement, les Suisses s'intéressent à ce qu'on est en train de faire parce que c'est énergique, ça va vite, il y a de la rhétorique avec tout cela. Et voilà. Est-ce qu'il y a un risque d'oublier les autres? Joachim Son-Forget, vous êtes des brillants sujets. On parlera tout à l'heure de vos parcours, les diplômes, etc., l'écriture, la musique, la médecine, etc. Il y a tous les autres, hein, ceux qui se méfient de l'Europe, qui se méfient des diplômes, qui se méfient de la mondialisation. Est-ce qu'il n'y a pas toujours le risque de les oublier? C'est un piège? C'est un piège, mais la richesse des parcours de self-made, comme je le dis, c'est la richesse d'avoir connu différents mondes, différents milieux. Ça permet de ne pas oublier les gens. Et il y a des gens comme Emmanuel Macron, je pense, j'ose la comparaison, peut-être comme moi, qui sont passés par différentes étapes. Ça permet d'avoir toujours quelque chose qui vous rattrape. Vous dites, n'oublions personne. Alors, prenons votre parcours. Vous êtes orphelin. Abandonné à Séoul, c'est ça? Si on remonte le plus loin, vous êtes abandonné avec juste un petit billet où il y avait votre date de naissance, c'est ça? C'est ça, comme beaucoup d'enfants coréens à cette époque-là. Et on se trouve un certain nombre de milliers d'enfants à se retrouver adoptés à l'Occident. Ah. Et on grandit dans des familles adoptives, moi en France, d'autres ailleurs, c'est beaucoup en Suisse par exemple. Qu'est-ce que vous savez des premiers mois de vie? Quelques mois à l'orphelinat, dans des familles foyers d'accueil, et puis l'avion pour Marseille au mois de janvier 84. Des parents donc français qui vous ont choisi comment? Oh, ben, vous savez, à ce moment-là, vous avez des œuvres, des associations qui s'occupent de dossiers d'adoption. Il y a une période un peu de carence où votre dossier est examiné par les services français et puis les enfants sont mis à l'adoption. Enfin, on ne choisit pas, hein, c'est pas le marché. Mais je crois que j'avais été refusé une fois, il paraît. J'ai trop hirsute. Ouais. Vous dites de vous-même, j'étais pas beau. Vous dites, j'étais trop hirsute, j'étais pas beau. C'est ce qu'on m'a dit. Mais ça m'arrive souvent, moi, on me refuse parce que je suis trop chauve. On parlera des complexes tout à l'heure. De vos parents biologiques, qu'est-ce que vous savez? Rien du tout. Rien du tout. Il y avait une curiosité à l'adolescence qui s'est estompée depuis que j'ai ma propre famille. Là, le désir de les retrouver, l'idée de pouvoir les retrouver un jour, ça existe quand on a ce parcours-là? Non, mais forcément toujours. J'entends s'il y a les moyens d'eux. Mais ma priorité, c'est peut-être un mécanisme de défense voilà, j'ai transcendé un peu la chose. C'était d'investir cette énergie dans d'autres formes de curiosité, la curiosité d'apprendre, de découvrir d'autres peuples. J'ai longtemps tourné autour du pot. Je me suis beaucoup promené en ex-Yougoslavie, par exemple, parce que... Mais peut-être, voilà, des mécanismes de défense, mais on en fait quelque chose, ça devient un peu sans intérêt de niche. Et un jour, ce type de frustration un petit peu arrangée devient utile pour autre chose. Vous avez grandi pas loin de la Suisse, à Langres, on n'est pas loin non plus de Dijon, voilà, on n'est pas très loin de la frontière. J'ai fait à la suite mes études, oui. Ensuite des études de médecine, hein. Mais au départ vous étiez un peu réfractaire à l'école, c'est ça? Oui, disons que j'avais quelque chose, je pense, enfant, de plus solitaire, de plus tourné vers l'introspection. Et comme il y a un peu d'audience pour entendre ce que je dis en ce moment, alors j'en profite. Ces moments, alors ça fait peur à quelques mamans, mais ces moments d'introspection sont vraiment utiles. Des fois ça s'impose, on ne le choisit pas. Il y a des moments où on peut vraiment s'imprégner de soi-même, avoir le temps de s'ennuyer et donc de construire quelque chose avant de passer dans la communication. C'est vraiment une phase importante pour se construire. Comment est-ce qu'on arrive, il y a ces parcours quand on voit votre biographie, alors le fait d'être musicien, médecin, spécialiste en radiologie du cerveau, comment on arrive à avoir des curiosités aussi éloignées? Mais je crois que je suis un peu vieux jeu. Avec le clavecin, j'ai lu beaucoup de choses sur le grand siècle, les siècles des Lumières. Mais même avant, c'était à la mode, certainement pour certains privilégiés, je vous l'accorde, mais d'être multicasquette, de faire l'escrime, de monter à cheval, de savoir la calligraphie, que sais-je. Et ça, c'est important. C'est très vieux jeu, ce truc humaniste. Mais je crois que c'est important d'être un peu transversal. La Suisse, enfin, vous y êtes arrivé pour l'EPFL. Qu'est-ce que vous avez trouvé en Suisse? Quelque chose que je n'aimais pas à Paris, c'était la trop grande ville, l'énervement ambiant. J'y trouvais la culture, j'y trouvais
plein de choses très, très stimulantes, mais il manquait la bienveillance des gens. Et puis là, le cadre de vie, tout ça, je le trouvais ici, avec également l'offre culturelle, la possibilité d'aller loin dans des études. Voilà. Le fait d'avoir été différent par l'origine, différent aussi par un parcours scolaire au départ un peu atypique, ça vous a aidé? Et étonnamment, tout ça m'a plutôt aidé. Et je me suis intéressé à beaucoup de choses, vraiment par passion. Il y a des moments où on a besoin d'avoir ses gourous, d'avoir ses modèles, ses pairs. Et puis, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Ça a l'air d'être des centres d'intérêt de niche parfois. Et puis un jour, tout ça s'unifie, se rassemble. L'enfance, ça dit toujours beaucoup. Éric Orsena, quand on remonte très loin, dans vos passions, il y a Tintin, par exemple. Oui. Vraie passion d'enfant. Oui, parce que moi j'étais d'une famille de moyenne bourgeoisie, des gens sympathiques, bienveillants, mais très ennuyeux. Et je me disais, et ils ne voyageaient jamais. Et je me disais, un jour je parcourrai la planète, donc un jour je serai reporter. Mais dans Tintin, il y a quelque chose qui me manquait, c'est que les femmes étaient ou inexistantes ou grotesques. Et donc je lisais Tintin et j'avais demandé à mes parents pour mon anniversaire, un de mes anniversaires à 11 ans, de m'abonner à l'hebdomadaire Elle. Donc j'avais Tintin et Elle. Et comme ça, ma vie était complète, c'est-à-dire la curiosité du monde et puis les dames que j'aime bien. La culture populaire, vous ne l'avez jamais méprisée. Vous êtes académicien, voilà, vous pourriez prendre tout ça d'un peu haut, mais vous dites non. Tintin, la culture populaire, c'est la base. Mais bien sûr, la chanson, tout ça. Moi, j'adore Claude François, j'adore Dalida, évidemment, tout ça, évidemment. Et puis Alexandre Dumas, et puis bien sûr. Vous savez, moi, je ne suis pas un essayiste, je suis un raconteur d'histoire, un reporter. Et donc, j'aime vraiment aller dans des lieux, rencontrer des gens. Et là, j'ai cet honneur formidable d'être ambassadeur de l'Institut Pasteur. Je rencontre des chercheurs en France, mais partout dans le monde. J'étais il n'y a pas longtemps en Chine, c'était fabuleux. Donc, oui, la curiosité universelle, vous avez écrit sur l'eau, le papier, le coton, sur Pasteur, sur le nôtre, sur l'Afrique beaucoup. Sur les moustiques, sur tout ce que vous pouvez imaginer. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite parce que tout est lié, vous savez, au sens étymologique. Le monde, il est religieux, c'est-à-dire il est relié. Donc il faut avoir une vision relativement large. Parce que ce qui est important, c'est les connexions. Encore une fois, ce qu'on disait avec les techniciens, être compétent dans un domaine, c'est la moindre des choses. Mais la moindre des choses ne suffit pas. Donc c'est ces connexions, moi, qui me ravissent, c'est j'ai la possibilité de le faire. Et puis à ce moment où vous avez fait de la politique, vous êtes à l'Élysée. Sur la courtisanerie, dans le monde de l'Élysée, vous racontez des scènes extraordinaires où vous dites il y a des émotions primaires, les gens ont presque des histoires d'amour, ils deviennent rouges. C'est pour ça que moi j'ai appelé Grand Amour. C'est vrai que là on voit déjà avec le candidat Macron, quand il arrivait, je voyais des tachycardies, des pâleurs, des suées le long des tempes, enfin des mécanismes que les médecins décrivent bien. C'était quasi orgasmique. Et alors maintenant qu'il est président, alors vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. La courtisanerie auprès de Macron, vous l'avez observé, ça commence bien déjà. Bien sûr, puis attendez, j'ai vu ça, ce que c'est, voilà. Comment ça se passe, les gens font comment? Mais vous savez, c'est comme... universel, évidemment. Oui, c'est comme Louis XIV. Louis XIV, à certains moments, il quittait Versailles pour aller à son pavillon de chasse à Marly. Alors les gens étaient tout autour, comme ça, et puis ils guettaient le regard, et ils chuchotaient « Sire Marly, Sire Marly ». J'en ai vu d'autres, Alors en plus, il passe là, puis il passe par Brigitte aussi, par sa femme qui est adorable et tout ça. Donc voilà. Ah non, moi je prévois de faire un traité de la courtisanerie, là je suis assez bon, et un ouvrage de gastronomie de couleuvres. C'est-à-dire parce que plus vous voulez monter haut, plus vous êtes prêt à avaler des couleuvres. Les gens acceptent tout pour monter haut. Ah ils acceptent tout, et plus on veut monter haut, plus on est prêt à accepter. D'où gastronomie des couleuvres. Je vais être un grand cuisinier étoilé des couleuvres. Est-ce qu'on échappe un peu à ça en Suisse, Joachim Son-Forget, c'est-à-dire quand même c'est moins hiarchique, c'est moins présidentiel? Moi je suis plutôt fondu que soupe de couleuvre, malgré les apparences. Oui. Non, je crois qu'ici il y a en effet quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une sorte de distance vis-à-vis de la célébrité. Il y a du respect pour les parcours de gens qui ont réussi, qui sont connus, mais qui ont le droit de vivre leur vie au milieu de tous, comme vous devez le savoir. Et ça, c'est important, cette réserve. Je crois que, pour moi, c'est choquant quand je suis en France dans les meetings politiques avec ces nuages de caméras. Alors, on peut dire ce qu'on veut, on entend quelques commentaires quant à certains choix que l'Élysée a fait dernièrement, par exemple. Mais
il y a quelque chose de tellement sain, par exemple dans le journalisme suisse, qui correspond tellement à ce fossé qu'il y a avec la France, où vous avez des rapports humains assez normaux quand vous interagissez avec un journaliste, et puis pas cet effet un peu très people, et j'aime cette réserve. Éric Orsena, vous avez été nègre, on peut dire ça, de Mitterrand. Tout à fait. Comment c'est un bon nègre? Bon nègre, c'est quelqu'un qui oublie complètement son ego, s'il en a, et qui est au service du patron. Alors, le patron, quand c'est François Mitterrand, il écrit bien mieux que moi, et il connaît la langue française bien mieux que moi. J'aurais été nègre d'autres gens, c'est moi qui aurais appris aux autres, notamment des présidents, la langue française. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, c'était assez formidable. Mais en même temps, il en avait besoin, parce qu'un président, il parle tout le temps. Partout où il va, il faut qu'il parle. Et s'il ne parle pas, on a l'impression qu'il fait la gueule. Donc il faut faire des textes. Un voyage officiel dans un grand pays, comme l'Allemagne ou comme les États-Unis, c'est 30 discours. Donc évidemment, je gratte. Donc c'était formidable, parce que j'apprenais sur tous les sujets des trucs incroyables. Et puis voilà, je remettais, et de temps en temps, il trouvait le discours bien. Mitterrand avait cette dimension littéraire, même religieuse, cet intérêt pour Thésée, pour les questions religieuses, etc. Est-ce que vous retrouvez ça chez Macron, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vie un peu en dehors de la politique, qui n'est pas que politique? Quelqu'un qui a commencé par la philo quand même, donc et puis pas le moins des philosophes, c'est Ricoeur. Il se trouve qu'à des niveaux bien inférieurs, bien sûr, et je ne vais pas annoncer ma candidature à la prochaine présidentielle, mais j'ai commencé aussi par la philo, avec des profs immenses, puisque j'ai eu Yankelevitch, Raymond Aron, j'ai eu des professeurs immenses aussi. Et donc, ça vous donne quand même une question, qu'est-ce qu'une personne humaine? Quel est le projet d'une personne humaine? Quelle est la promesse d'une personne? Ou quelle est la promesse d'une nation? Quelle est la promesse d'une ville? Et vraiment, l'obsession d'Emmanuel Macron, c'est la possibilité pour chacun ou chaque collectivité de se déployer et de pas gaspiller ce trésor formidable qui est celui de vivre. Est-ce que ça aide aussi à être manœuvrier, à être habile, à manier les gens? Oui, parce que le garçon, il apprend vite. C'est vrai qu'il apprend très très vite. La différence entre le soir du premier tour et le soir du deuxième tour, je veux dire, le garçon, il a appris vite. Et le travail, éloge du travail, il y a ça dans votre parcours, Éric Orsena, quand vous dites, il y a cet éditeur qui compte beaucoup, qui vous dit, c'est bien, mais tu peux faire beaucoup mieux. Attendez, et qui vous martyrise un peu. Moi, je suis l'exemple de l'absence de don. L'absence de don complet. C'est-à-dire que j'ai écrit 11 romans que je jette tellement ils sont nuls. Le 12e, je le présente. Heureusement, il est refusé. Et le 13e est accepté, 600 exemplaires, parce que j'ai une grande famille. Et le 17e a le concours. Donc, vous savez, je suis l'incarnation même de l'absence de don et de l'obstination. La mondialisation heureuse, vous, Joachim Son-Forget, vous êtes vraiment le prototype de l'être mondialisé. On a fait votre portrait, origine coréenne, orphelin, multi-talent, etc. Pas fait exprès jusque-là. Et aujourd'hui, défenseur de cette idée qui revient en force d'une mondialisation heureuse. C'est possible, est-ce que ça peut bien se passer? Quand on regarde les actualités, l'environnement, le CO2, les guerres, etc., il y a quand même cette idée que ça finira mal. Vous n'y croyez pas? Il faut avoir vécu tout le processus à nouveau. Parce que si on reprend le processus depuis la France, c'est la campagne, la petite ville, la grande ville, un autre pays. Aujourd'hui, je parle plusieurs langues, mais Combien vous en parlez de langues? Je parle très bien l'anglais et l'albanais. Il y a un dialecte albanais du nord de l'Albanie, qui est parlé au Kosovo, et un peu de serbo-croate. Et en ce moment, j'apprends l'hébreu, mais là, j'ai plus beaucoup de temps. Mais voilà. Quelqu'un qui est grand musicien, médecin, qui parle albanais, le français, etc., vous êtes presque hors norme. En fait, il faut trouver le meilleur parti de cette mondialisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, les observer, m'y camoufler, au moins l'espace de quelques temps pour comprendre de l'intérieur. Et ce travail que j'avais fait, par exemple, au Kosovo, je l'ai fait de cœur parce que j'avais eu du cœur de par des rencontres pour des gens qui venaient de ce pays. J'ai appris la langue, je me suis mêlé aux gens. À un moment donné, certains diplomates, certains élus sont intéressés à mon cas parce que j'avais des informations que d'autres n'avaient pas, simplement parce que je vivais au milieu des gens. Et ça, c'est ça, moi, qui me plaît dans cette mondialisation heureuse dont vous parliez. Il faut qu'il y ait du lien pour le meilleur. Mais on peut aussi être conscient du pire et de savoir comment réorienter les choses pour qu'il reste de la solidarité dans ce monde mondialisé.
Éric Orsena, qui est tellement écrit sur les matières premières, sur le régime de l'eau, le régime du coton, etc. Il y a tellement d'exploitation dans le monde. La mondialisation heureuse, vous y croyez, vous? La mondialisation, d'abord, c'est un fait. On a fait parce que tous les produits que nous consommons ici sont fabriqués aux 3/4 à l'étranger. Donc d'abord, en plus, il faut voir que pour un certain nombre de peuples, la mondialisation a été heureuse. C'est-à-dire il y a 300 ou 400 millions de Chinois qui sont sortis de la misère, Alors évidemment, on était un club un peu restreint. Maintenant, il y a plus de concurrence, donc c'est difficile. Donc moi, je pense que s'arc-bouter pour résister au changement, c'est peine perdue. Simplement, évidemment, il faut aider, protéger les plus fragiles. Bien sûr, il faut les protéger. Et donc, c'est ce qu'on accorde à l'imitation de ce qui se passe un peu en Suisse et dans l'Europe du Nord, c'est-à-dire de la flexibilité, mais en même temps la sécurité. Ça, c'est clair. Merci à l'un et à l'autre. Leçon d'optimisme à la fin. Vous êtes optimiste, c'est ça? On peut vous qualifier comme ça? Absolument, absolument. Vous savez, c'est une bonne nouvelle de vivre. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.